Quand on est en Afghanistan, quoi que vous y fassiez, on a la même couleur de peau, bien souvent on a le même passeport, c'est pas tout à fait le cas pour le CICR, mais bien souvent on a le même passeport, et même si vous faites du bien, et si vous le faites le plus indépendamment possible de l'action internationale coordonnée, organisée, intégrée, vous êtes malgré tout un peu catalogué. Et cette indépendance, moi j'ai toujours constaté sur le terrain que vous aviez beaucoup de difficultés à la faire reconnaître, y compris parmi ceux que vous aidiez. Parce que fatalement, vous veniez aider quelqu'un, mais vous veniez de quelque part. Les moyens que vous utilisiez, ils étaient arrivés, pas sur votre dos, pas toujours, parfois, mais la plupart du temps, ils arrivaient par des aérodromes. Ces aérodromes étaient contrôlés par une force internationale. Et du coup, vous étiez, de fait, moins indépendant que vous le souhaitiez. Et là, il y a une vraie difficulté qui fait que, à un certain moment, vous êtes d'un côté, vous cherchez à ne pas l'être trop, mais ça passe plus ou moins bien. Ça passe plus ou moins bien auprès des populations, mais aussi pas très très bien auprès des gens qui assurent votre sécurité à ce moment-là. Parce qu'ils se disent, ils profitent de nous quand ils sont avec nous, mais dès qu'ils peuvent, ils nous tiennent à distance, alors qu'en fait, on pourrait céder. Des fois, on cède beaucoup sur le terrain, et moi, je l'ai vécu plusieurs fois, où des humanitaires, des humanitaires au sens que vous expliquiez, des cherchant à être indépendants, sont venus voir des militaires en leur disant, surtout n'allez pas dans tel coin, ça sera très mauvais pour vous. Et c'était vrai. Donc en fait, ils étaient aussi nos alliés, quelque part, bien que totalement indépendants. Mais ils faisaient quelque part de l'humanitaire avec nous. Et c'est pour ça que vous comprenez un peu la difficulté de l'exercice sur le terrain. Alors sur le plan des principes, j'adhère totalement. Maintenant, dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Juste une seconde, je rebondis sur cet exemple qui quand même est une icône parfaite et une métaphore absolue, où c'est l'humanitaire qui protège le militaire. La connaissance du terrain en général est effectivement... mais bon, c'est important de renverser les perspectives. Oui. Vous avez raison que tout dépend de la perception. C'est bien pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps à parler aux gens. C'est pas parce que vous leur dites que vous êtes neutre, indépendant, impartial et vous avez votre petit poème que vous récitez qu'ils vont vous croire. Il y a deux choses qui vont faire que vous croient, c'est que d'une part vous apportez des choses de l'aide humanitaire à leur population, c'est que vous êtes utile. Et d'autre part, c'est qu'ils vous connaissent. Et pour vous connaître, il faut qu'ils aient bu du thé avec vous, qu'ils aient passé du temps avec vous. Donc vous ne pouvez pas être très efficace. Et vous devez passer du temps à discuter avec les gens, à leur expliquer des milliers de fois la même chose, et recommencer à zéro. Ça, c'est peut-être pas très efficace par rapport à l'argent qu'on dépense, mais c'est absolument nécessaire. Donc il faut être utile et les connaître. Et les connaître, c'est vraiment personnellement. Et ça prend du temps. Et si on n'est que dans la capitale, on ne peut pas le faire. Fortiori, oui. Alain Boinet, Solidarité. Oui, je voudrais revenir sur, au fond, sur la question de l'indépendance qui, finalement, questionne tout le monde. Au fond, la finalité principale de l'indépendance, c'est de concrétiser l'impartialité des secours. En fait, l'indépendance, c'est l'impartialité des secours. C'est le fait de dire, les secours ne sont délivrés que sur la base des besoins, sans aucune autre considération, sans aucun autre critère discriminant. C'est les besoins humanitaires des populations qui déterminent les secours que nous apportons, et c'est ça l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Alors évidemment, ça passe par d'autres formes d'indépendance qui permettent de bien remplir cette mission. Alors, indépendance, ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne reçoit pas de fonds des institutions. D'ailleurs, historiquement, c'est nous qui avons mobilisé les institutions pour qu'elles mettent des moyens au profit des populations qui, à une époque, n'étaient pas aidées. Encore une fois, si on prend le cas de l'Afghanistan, il y a une époque où les institutions n'aidaient en aucun cas la population afghane via les ONG qui pouvaient s'y rendre. C'est nous qui avons mobilisé les institutions pour qu'elles mettent des moyens pour aider ces populations, là comme ailleurs. Donc on ne va pas se plaindre maintenant que les institutions mettent des moyens. C'est nous qui les avons convaincus de le faire. Et c'est grâce à la chute du mur de Berlin que ça a été possible. Dans un contexte géopolitique qui le permettait alors. Pas du temps de la guerre froide. On n'aurait pas pris ce risque, naturellement, pour l'humanitaire. Il faut être lucide, Les États n'auraient pas pris ce risque au nom de l'humanitaire du temps de la guerre froide. Ils l'ont fait dans un contexte favorable. Alors on ne va pas s'en plaindre puisqu'on leur a demandé de le faire. Simplement, on considère que cette aide doit toujours rester impartiale. C'est pas parce qu'on reçoit des fonds institutionnels qu'on a mobilisés que ça doit plus être
impartial. On ne va pas changer notre fusil d'épaule, si vous me permettez l'expression. Hein, c'est à nous de convaincre les institutions que notre approche, elle est pertinente pour le secours aux populations. Et que ça doit faire partie aussi, finalement, de la politique des États, même s'ils ne font pas que ça. Mais nous, en tout cas, on ne fait que ça. Et après, sur la question de la coordination, elle est essentielle. Il y a différentes formes de coordination, il faut voir leur efficacité. Parce qu'au fond, c'est... Nous, quand on se pose la question des clusters, on a un pied dehors et un pied dedans. On se dit, est-ce que c'est efficace pour les populations? Et ce qu'on cherche à faire, c'est que ça soit efficace pour les populations. Et pas efficace pour les organisations qui mettent en place les clusters. Elles sont au service des populations, pas au service d'elles-mêmes. Bon, donc c'est toujours les populations qui indiquent la bonne direction. Ce que je voudrais dire aussi, c'est un témoignage sur le risque de confusion qu'il y a en notre sein. Je vais prendre l'exemple du Darfour. D'abord de réflexion, je pense qu'au Darfour, nous étions bien perçus par les populations et proches des populations, puisque la plupart des populations déplacées l'étaient par la force, par les exactions. C'était la plupart du temps des populations noires, des tribus noires, des Birgites, des Massalites, des Fours, des Arawa. Donc, croyez-moi, du point de vue de ces populations vues en rapport du gouvernement de Khartoum, les humanitaires étaient de leur côté, puisqu'on leur apportait des secours suite aux exactions dont elles avaient été victimes. Donc, la relation était bonne, l'acceptation était bonne, je crois, malgré la distance qu'il y a, bien sûr, entre les uns et les autres, pour toutes sortes de raisons que vous imaginez. En plus de ça, le dispositif humanitaire était absolument considérable et fonctionnait. Non sans entrave de la part des autorités de Khartoum. Donc ça, je pense que c'était quelque chose d'acquis. Et on passait des zones gouvernementales, enfin je dis on passait, on a été expulsés, c'est pour ça que je dis on passait, des zones gouvernementales aux zones rebelles avec l'accord des deux parties. On rentrait au Djebel Mara, on rentrait dans les zones rebelles et des deux côtés. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'on a été expulsés pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'action que nous menions. On a été expulsés suite à la décision de la CPI. Les autorités de Khartoum ne l'ont jamais reconnu. Elles ont dit, ces ONG n'ont pas respecté les règles humanitaires, ces ONG n'ont pas respecté les lois de ce pays, et les ONG se lèvent à des activités qui n'ont rien à voir avec leur finalité humanitaire. Sous-entendu, coopération avec les CPI, activités de renseignement, etc. Nous, on dénonce vraiment, et on dénonce fortement, je dirais, ces affirmations du gouvernement de Khartoum, parce que pour nous, elles sont fausses, c'est un procès d'intention, et j'ai du mal d'ailleurs à comprendre pourquoi ils ne reconnaissent pas que notre expulsion est le résultat de la condamnation de la CPI. C'est une mesure de rétorsion, et nous, on a été, je dirais, la variable d'ajustement. Alors, on a pris naturellement les gens les plus faibles, les moins puissants. Vous voyez, ça me trouve que comme expression de la souveraineté, ça ressemble à une certaine forme de lâcheté, quoi. Je me permets de le souligner. Mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que là, c'est un témoignage, et je me pose la question de notre cohérence. En deux mots, Alain? Oui, en deux mots. L'autre jour, lors du 90e anniversaire de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par hasard, j'ai été amené à discuter avec le président du Croissant-Rouge soudanais. Tout à fait par hasard, je ne savais pas qu'il était là. Et avec des membres de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui m'ont dit, mais au fond, pourquoi vos volontaires ne repartiraient pas avec une Croix-Rouge, mener les mêmes programmes, avec les mêmes bailleurs, que ceux qui étaient ceux de Solidarité avant l'expulsion? Et tout le monde semblait d'accord. Pas moi. Et puis je vois qu'il y a un certain nombre d'ONG qui négocient leur retour, alors sous d'autres noms, avec d'autres logos, par des moyens divers et variés. Alors peut-être que certains vont devenir... Tout le monde ne va pas... Donc la question que je me pose, c'est, au fond, on s'est fait virer pour des motifs qui n'ont rien d'humanitaire, qui n'ont pas à voir avec l'action humanitaire qu'on mène, au détriment des populations soudanaises, dont le gouvernement est responsable. Et là, je me dis, attention, est-ce qu'il n'y a pas un jeu dangereux, c'est-à-dire que les Soudanais visent à nous diviser, comme ils cherchent à diviser les États, ils cherchent à diviser les ONG, à diviser l'humanitaire, et nous, si on rentre dans ce jeu de division, et si on veut retourner là-bas à n'importe quel prix, c'est-à-dire au prix des principes et au prix des pratiques humanitaires, ça va quand même poser de sérieux problèmes en termes de confusion. Alors après, bien sûr, la question c'est qui va aider les populations qui ont des besoins là où nous avons été expulsés. Nous étions avec Médecins sans frontières, France, Nertiti, il y avait 2 ONG. On a été expulsés, qui va aider les populations de Nertiti? Même chose ailleurs. Alors nous, on le fait, on est en contact avec Handicap International, on est en contact avec Merlin, on est disponible pour aider toutes les ONG qui veulent prendre le relais. Mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un jeu est-ce qu'il n'y a pas un jeu, vous voyez, est-ce qu'on n'est pas dans un piège, je dirais, terrible?